Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Salut Cosette! Allô Mélissa, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Super, j'adore cet épisode-là, je suis toute énervée. On est déjà rendu à notre épisode numéro 3, ça va bien? Oui, on vous parle. Jusqu'à date, on a parlé en général du partage des responsabilités. Exactement. On a été un peu plus dans les détails des responsabilités des parents. Et aujourd'hui, un de mes sujets d'Ada, puis toi aussi, tu aimes beaucoup ce sujet-là, c'est vraiment les responsabilités des enfants en lien avec leur alimentation. Donc, vos enfants ont des responsabilités, ont une job à faire dans leur alimentation à eux. Donc, ils participent activement. Tu sais, on est surpris. Des fois, on pense que leur job, c'est de s'asseoir, ouvre la bouche puis avale. Non, Ben non. Pas du tout. Il y a un petit peu plus de responsabilité et de pouvoir décisionnel, si je peux me permettre de le dire, parce qu'ils vont déterminer certaines choses en lien avec leur alimentation. Et c'est là où des fois, ça chauffe à l'heure des repas. C'est là où des fois, il y a des frictions ou ce que j'appelle des accidents de parcours. Oui, c'est ça. Oui. Alors, on va discuter avec toi aujourd'hui la responsabilité de ton coco dans son alimentation. Donc, peu importe son âge, l'enfant a des responsabilités qui lui sont propres et ces responsabilités-là, ils vont devenir de plus en plus grandes, vont prendre de plus en plus de place au fur et à mesure que l'enfant grandit. Mais on va commencer chez le jeune enfant pour commencer, puis vers la fin, on va parler un petit peu de l'enfant d'âge scolaire, puis un peu plus des ados et futurs adultes. Et voilà. Donc, si je reviens rapidement sur notre dernière discussion, donc le partage des responsabilités, on divise entre le parent et l'enfant. Donc, le parent est responsable du quoi, quand, où, comment. Et l'enfant est responsable du si et du combien. Si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, je t'invite fortement à le faire parce que celui-ci est un petit peu la suite de l'épisode lorsqu'on parle des responsabilités des parents. Donc, voyons un petit peu plus en détail ce que ça signifie, une fois à table, le respect de ces responsabilités-là de l'enfant. Et là, je veux vraiment insister sur les mots. Donc, l'enfant ne décide pas, il détermine. Tu sais, parce que quand on dit « il décide », souvent, ça a comme une connotation négative. Ah ben là, il va décider s'il mange ou il mange pas. Il décide combien. C'est un enfant roi, il peut pas décider. Non, l'enfant est capable de déterminer. Il y a une nuance à faire. C'est pas une décision cognitive. Il est capable de déterminer en dedans de lui combien il a faim, s'il ressent la faim. Là, vous m'écoutez actuellement. Moi, j'ai aucune idée si vous êtes en train de m'écouter dans votre auto, en train de je sais pas, on va faire le souper, plier une brassée de lavage ou déguster un bon café. Tant mieux si vous dégustez un bon café. Mais on est incapable, que je vous vois pas, que vous êtes assis à côté de moi, que vous êtes juste écouter ma voix, de savoir combien vous avez faim. C'est la même chose pour votre enfant. Vous savez beaucoup de choses sur vos enfants. Vous êtes capable de déterminer ce qu'il y a de mieux pour votre enfant dans différentes sphères de sa croissance et de son développement. Par contre, dans le département du si et du combien, ils sont les pros. C'est vraiment des fins connaisseurs de leur faim, mais c'est vraiment dès les premières tétées, ils sont capables, vos enfants. Alors, encore une fois, la confiance en notre enfant, lâcher prise sur ces deux aspects-là, le si et le combien. Je vous dis, la journée qu'on est capable de lâcher prise, je vous dis pas qu'à un moment donné, vous allez pas pogner les nerfs après votre enfant parce qu'il a pas mangé. Ça va arriver, ça m'arrive encore aujourd'hui, même si je suis nutritionniste puis je suis maman bienveillante la majorité du temps, mais à un moment donné, ben, je perds patience. Qu'est-ce que tu veux? On n'est pas parfaite.
Puis c'est pas le but de ce podcast-là, c'est tout simplement de normaliser un petit peu l'alimentation et de vous mettre de l'avant ce que vous pouvez lâcher prise. Sur quoi lâcher prise? On a assez de responsabilités en tant que parents et des fois, ça fait juste, ça nous enlève de la pression en lien avec les repas. Quand je le sais que, écoute, c'est pas ma responsabilité à moi combien il mange, c'est pas ma responsabilité s'il a décidé de pas manger tel ou tel aliment. Moi, ma job en tant que parent, c'est selon ce que je connais de mon enfant, selon ce que j'ai observé, je lui ai déposé sur la table 2-3 aliments que, en général, il apprécie bien. Puis il y a des aliments que moi, j'apprécie bien parce que moi, j'ai le goût d'avoir aussi du plaisir à manger et je laisse l'enfant naviguer là-dedans. Donc, c'est pas, que tu l'as déjà dit dans les autres épisodes, combien votre enfant ou si votre enfant mange, là, c'est pas une autobulletin, là. C'est pas genre non, c'est ça, c'est pas votre... Non, c'est pas le résultat de votre performance. Vous, votre job, elle est déjà parfaitement faite. Une fois que vous avez déposé les aliments sur la table, c'est terminé, ça s'arrête là. Votre job, ensuite, reste à être un modèle. Donc, vous mangez, vous appréciez ce que vous avez mis dans votre assiette. Vous mangez proprement. Vous ne mettez pas à lancer votre brocoli parce qu'il n'est pas bon. On s'entend. Je reste assis à table. Je ne me mets pas à me lever 3-4 secondes parce que j'entends gling-gling les textos qui rentrent sur mon téléphone. Donc, je suis un parent modèle dans ces aspects-là de l'alimentation, mais pas si je mange, ni le combien. Ça, mon enfant, il est capable de déterminer ce que son corps à lui a besoin à ce moment-là. Oui, exactement, au moment présent. Donc, ça peut être très variable d'un repas à l'autre et d'une journée à l'autre. Donc, c'est pour ça que quand on parle du si, c'est pas juste est-ce qu'il mange ou il mange pas. C'est aussi quel aliment il va choisir parmi ce que vous allez lui avoir présenté au repas. C'est pour ça qu'on met toujours autant d'emphase sur le côté variété. Parce que plus il va y avoir de... Puis là, quand on dit variété, vous n'êtes pas obligé de mettre 52 aliments sur la table non plus, là. Mais c'est pour ça, les accompagnements, puis Cosette parlait des aliments copains, bien, si vous mettez toujours, comme on disait, 2-3 aliments, vous le savez, là, ça, il va finir par en manger. Puis au début, des fois, il va commencer justement par ces aliments-là. Puis au fil du repas, il va des fois là, vouloir aller, des fois au 2e, 3e service, là, ils vont se mettre à venir picosser un petit peu dans tout ce que vous avez à faire. Puis il y a des repas, ils vont avoir mangé juste du concombre puis du pain. Puis c'est correct aussi. L'important, là, c'est pas ce qu'il a mangé ultimement. C'est, comme je disais, vous avez offert la variété. Vous avez offert une ambiance qui était aussi positive et vous avez fait confiance à votre enfant dans ses choix. Donc, cette confiance-là va aussi lui permettre à lui de développer sa propre confiance pour apprendre à accepter et à apprendre à apprécier aussi les aliments puis le rythme des enfants dans puis, tu sais, je pense que toi, Cosette, il y a plusieurs défis quand même que tu as, puis on le voit bien si vous suivez Cosette sur Instagram, vous voyez, là, des fois, juste un aliment sur la table peut empêcher un enfant de vouloir venir s'asseoir à table. Fait qu'imaginez-vous se le mettre dans la bouche. Donc, tu sais, quand on vous dit qu'il n'y a pas un enfant qui est pareil puis qu'il faut accepter le rythme, ben le fait qu'il soit présenté, qu'il le voit, après ça, des fois, juste accepter qu'il soit mis dans son assiette, ça se peut que votre enfant va décider que, tiens, je me suis mis des cocombes. Puis, tu sais, des fois, il y a des parents qui vont dire, non, là, ce que tu mets dans ton assiette, il faut absolument que tu le manges. Si tu veux pas le manger, mais le pas dans ton assiette. Je peux pas, tu sais, si je fais ça, je permets pas à mon enfant d'évoluer. Puis des fois, ça se peut que là, il va se sentir prêt de le mettre dans son assiette. Fait que finalement, non, c'est fini. Moi, j'aime bien dire, là, vous lui laissez le consentement, mais son consentement, il le retire à n'importe quel moment. Là. Ça se peut qu'il ait les 2 pieds dans l'eau puis que finalement, non, il est pas prêt à aller nager. Ben c'est la même chose. Mais si je lui fais confiance puis il peut évoluer à chaque étape. À un moment donné, il va avoir décidé de le mettre dans son assiette. Il va avoir décidé après ça, peut-être 3 mois, 4 ans plus tard, de se le mettre dans la bouche. Puis même un coup qu'il l'a dans la bouche, ça ne veut pas dire qu'il va l'avaler nécessairement. C'est plein d'étapes. Apprendre à aimer les aliments. Puis c'est là, comme je disais, que le respect du si, qu'est-ce que mon enfant va mettre dans son assiette, ça permet tellement aux enfants, justement, de pouvoir évoluer positivement dans l'alimentation puis développer une relation saine avec tous les aliments, même ceux qui leur font le plus peur à table, peu importe la raison pour laquelle ces aliments-là peuvent leur faire peur. Puis si je pousse un petit peu plus la réflexion, tu sais, pour qu'un enfant
apprivoise, adopte un aliment. Puis ça, on le voit pas vraiment chez tous les enfants, mais il passe à travers à peu près 32 étapes que je décortiquerai pas avec vous, mais toutes ces étapes-là, ces 32-là, ont des sous-étapes. Donc, il y a énormément d'étapes du moment où l'enfant voit l'aliment. La première des étapes, habituellement, c'est que l'enfant tolère l'aliment dans la pièce. Tu sais, on est loin de la table. Écoute, je sais pas, moi, le foie de veau, là, il est en train de cuire dans la cuisine ou il est sur le comptoir, là. Ouais. Puis si mon enfant est grand puis incapable de le tolérer, oubliez ça, de le mettre sur la table. Fait qu'ensuite, on rapproche. L'enfant est capable de tolérer l'aliment sur la table. Il est capable d'avoir l'aliment proche de son assiette. Il va vouloir mettre l'aliment dans son assiette. Il l'a pas mangé. Non. Tout ça, c'est un apprentissage que vous ne voyez pas puis que très souvent, on sous-estime chez les enfants. Ils sont en train d'apprendre sans nous dire « Hey, maman, je suis bon, hein? Je l'ai accepté dans mon assiette. » Mais moi, je vous dis, ça fait partie des étapes des enfants. Mais il y en a qui ça va plus vite. Hey, écoute, je l'ai mis dans son assiette, il en a pris une bouchée, il a craché, il a aimé. Mais il y a des enfants qui sont plus prudents. Il faut y aller beaucoup plus lentement, surtout vers des aliments qui sont des odeurs beaucoup plus fortes. Je pense juste aux poissons. Tu sais, moi, encore une fois, il faut que j'aère la maison. Tu sais, mon vieux de 40 ans, là, m'a mangé du poisson, c'est l'enfer. Il sait, il rentre dans le garage. Je te le dis. Mais ça reste que apprendre à manger et aimer manger, ça prend plusieurs années. Si je parle juste de mastication, tu sais, la mastication chez les enfants, ils atteignent leur maturité. On a une mastication mature chez les enfants vers 4 à 6 ans. Tu sais, fait que il y a des enfants qui vont rentrer à l'école puis c'est encore difficile de mastiquer de la viande. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent encore sur leur force, sur l'endurance. Fait que c'est pas vrai qu'un enfant de 2 ans va être capable de manger comme toi et moi. C'est impossible. Il n'y a pas assez d'expérience, il n'a pas encore pris assez de maturité au niveau de sa mastication. Et dites-vous, nous, je sais pas, on a 30, 40, peut-être ceux qui nous écoutent, 50. Vous avez des années d'expérience dans le département manger. Votre enfant, ça se peut que votre enfant, vous m'écoutez il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, on s'entend, on parle pas du même curriculum vitae, là, hein? Fait que c'est les années d'expérience, il y en a pas tant. Fait qu'on va leur laisser le temps d'apprivoiser les aliments et ça détermine beaucoup s'il va aller de l'avant pour manger ou pas parmi les choix de l'aliment et selon le moment de la journée parce que l'appétit de l'enfant est tellement influencé par différents facteurs, OK? Le moment de la journée, s'il a bien dormi, s'il a plus bougé, s'il s'est chicané avec son ami, je sais pas, il est arrivé quelque chose juste avant le souper. Oui, ça dépend de ce qu'il a mangé aux autres repas de sa journée aussi, là. Si c'était des aliments qu'il aimait, il en a peut-être mangé plus, il a moins faim. Si c'est des aliments qu'il aimait un petit peu moins ou qu'il connaissait moins, à ce moment-là, il va peut-être avoir plus d'appétit. Donc, c'est tellement variable qu'on peut pas, nous, le gager comme parents. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'en remettre à l'enfant puis il faut lui faire confiance là-dedans. Puis se faire confiance, c'est-à-dire, regarde, ma job est faite, j'ai offert de la variété, rendu là, je lui laisse décider qu'est-ce qu'il va mettre dans son assiette. Puis après ça, le combien aussi, les fameuses portions, tu sais, ça, c'est une question. Oui, mais c'est quoi la portion là, que je devrais lui offrir? Puis à chaque fois, moi, je réponds, mais je dis là, vous allez me trouver bien plate, hein, mais il n'y en a pas de portion. Tu sais, je dis, c'est votre enfant qui va déterminer. Puis si, à la limite, on n'est pas nécessairement dans un repas au centre de la table, tu sais, on vous parle souvent de tous les bienfaits du repas au centre de la table parce qu'il y a plein de bienfaits. Est-ce que je fais le repas au centre de la table 365 jours par année? Non, ça arrive des fois que les aliments sont dans la cuisine. Tu sais, il y a quand même toujours des choses, genre les fruits, les légumes, là, la salade est déjà sur la table, mais le repas principal, il est dans la cuisine pour X raisons. Mais je vais demander à mes enfants de venir, les filles, venez ici, combien de cuillères? 1, 2, 3, peu importe, là. Ça, t'en veux-tu, ça, t'en veux-tu pas? C'est sûr que moi, ce que je trouve pratique, en fait, du repas au centre de la table, surtout pour les enfants, comme on disait, nos petits mangeurs prudents, ceux ils ont besoin d'un petit peu plus de temps pour apprivoiser, pour apprendre à aimer, à accepter tous les aliments, ben, le fait qu'ils les ont devant eux. Puis moi, moi, j'ai des jumelles, ils ont été élevées même moment, même, tu sais, il n'y a absolument rien qui a changé, puis ça a toujours été la même chose, puis j'en ai une qui est plus prudente que l'autre. Tu sais, ils ont chacun leur défi en alimentation, puis moi, je le vois avec celle qui est un petit peu plus prudente que souvent, les premières choses qu'elle va mettre dans son assiette, c'est les aliments qu'elle aime. Elle va se mettre de la salade, elle va manger, puis des fois, vers la fin, là, elle va commencer, tiens, tout d'un coup, là, je vais y goûter finalement, maman, au poulet. Ou puis des fois, comme je disais, là, elle va y goûter, elle va avoir pris à peine un morceau. Puis après ça, ben c'est fini. Tu sais, je veux dire, on n'en parle même pas. Souvent, je lui demande même pas, tu sais, finalement, t'as-tu aimé ça, t'as-tu pas aimé ça? Puis des fois, c'est sa sœur. Puis,
ben, t'as-tu aimé ça finalement? C'était-tu bon, c'était-tu pas bon? Puis là, ils vont parler, ben, tu sais, moi, c'est pas le goût que j'aimais pas, mais tu sais, la texture, puis, fait que, tu sais, je me dis, ben, écoute, ils apprennent ensemble, puis tu sais, elle voit que sa sœur, elle aime ça, sa sœur, elle aime moins ça. Fait que, tu sais, quand on parlait aussi dans les épisodes précédents de l'influence de tout le monde à table, mais tout ça se fait dans le plaisir, avec zéro pression, avec ce qui va finir dans l'assiette de l'enfant. Fait que c'est pour ça. C'est sûr que quand c'est à l'extérieur de la cuisine, des fois, tu te souviens qu'il y avait des petites fèves ou qu'il y avait autre chose, ben là, il se relèvera peut-être pas 3 fois pour aller se refaire des assiettes. Donc, mais encore une fois, vous trouvez la formule qui vous convient à vous, sans vous mettre la pression. Il faudrait que je fasse le repas au centre de la table. S'il y a des soirs que ça vous parle pas, ben vous le faites pas, puis c'est pas plus grave que ça. Vous pouvez quand même passer un beau moment en famille. Oui. Puis, on va faire un épisode vraiment plus complet sur le repas au centre de la table si c'est quelque chose que vous connaissez pas. Mais tu sais, lorsqu'on veut mettre l'enfant dans une position de réussite, c'est vraiment s'il mange ou pas, c'est lui qui détermine ou qui va décider. En fait, il détermine s'il va manger ou pas. Mais on s'assure qu'il y a au moins 1 ou 2 aliments à table qui sont familiers, en général, mon enfant les apprécie bien, que j'ai pas juste de la nouveauté, parce que si vraiment tout est nouveau, mon enfant arrive à table et il va juste dire « OK, non, c'est pas pour moi », puis il va vouloir sortir de la table assez rapidement. Donc oui, le si est quand même, on essaye d'optimiser les chances que mon enfant va vouloir venir s'asseoir et manger, mais j'ai quand même géré, moi, en tant que parent, le quand, le où, le quoi, puis le comment, pour justement optimiser le si de l'enfant. Mais ça reste que la décision finale revient à l'enfant. Et sachez que son appétit va varier, c'est en dents de scie dans la même journée. Et d'une journée à l'autre. On a des enfants qui mangent super bien le matin, pas pire au dîner, puis le souper est escamoté tout le temps. C'est tout le temps comme ça, puis ça va rester quand même assez longtemps comme ça. Puis il y a des enfants, écoute, ils déjeunent pas, ils sont pas capables, ils vont dîner, puis ils vont manger 3-4 bols au souper. Ben c'est correct aussi. C'est vraiment, c'est pour ça que le prochain point, c'est le combien un enfant mange. Ils sont des fins connaisseurs de leur faim. Ils ont leur espèce de baromètre interne qui leur dit où j'ai faim, non, j'ai pas faim. Et pour qu'ils soient capables de l'entendre, il faut pas qu'il y ait des interférences. C'est comme le bedon qui appelle la tête. Hey, là, allô, j'ai faim! Ça s'en vient-tu, là? C'est ça. 3 pelletées de patates, s'il vous plaît. Fait que, tu sais, pour que il soit capable d'écouter les signaux de faim et de rassasiement, il faut pas qu'il y ait d'interférence. Puis quand on parle d'interférence, c'est tout ce qui est les bruits autour de la table, la pression que l'enfant peut ressentir. Une bouchée pour papy, une bouchée pour mamie. Oh, mais fais-moi plaisir. Ben là, si tu le fais pas, là, on va annuler l'activité. Tu sais, tout ce qui... ben là, écoute, ça fait quand même 1 heure que maman ou papa a cuisiné. Fais-moi plaisir. C'est tout ça crée de la pression, puis la pression prend la place des aliments. Tu sais, les enfants ressentent, ça génère un stress chez les enfants, puis on le voit, ça aussi, on va en parler dans les prochains épisodes du stress à l'heure des repas, mais évitez les interférences pour que votre enfant, lorsqu'il arrive à table, il dit « OK, là, mon bedon, j'ai faim, je m'assois et je décide du combien. » Eux seuls peuvent savoir combien ils ont faim. Rappelez-vous, lorsqu'ils étaient bébés, là, que ce soit au sein, que ce soit au biberon, là, quand ils n'en voulaient plus, là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tapaient le biberon, ils décrochaient du sein. Même si tu te présentais, tu forçais l'autre sein. Ils n'en voulaient pas. Il était plein. Tu sais, là, à table, probablement que lorsqu'on essaie de forcer puis ils n'en veulent plus, ben c'est le comportement est différent. Hein? Non, exactement. Puis on le voit bien aussi, là, la science est assez claire là-dessus. Hein? Si on veut faire manger on essaie de forcer un enfant à manger plus, l'effet que vous allez avoir, c'est qu'ultimement, il va moins manger. Et si à l'inverse, parce qu'on a aussi nos enfants qui, eux, aiment beaucoup, ont déjà beaucoup... moi, j'aime bien les appeler nos mangeurs gourmands. Puis pour moi, la gourmandise est super positive par rapport à l'alimentation. Là, il n'y a absolument rien de négatif là-dedans. Mais ces enfants-là, des fois, on leur fait pas confiance non plus. On a l'impression qu'ils vont trop manger. Et encore une fois, si on essaie de les restreindre, de les faire manger moins, ben, ce que la science dit, c'est que ces enfants-là, encore là, ultimement, vont finir par manger plus parce que vous venez de créer de l'interférence. Et en même temps, vous ne faites pas confiance à votre enfant. Comment est-ce que vous voulez que votre enfant apprenne à faire confiance à son propre corps si vous ne faites pas confiance à son propre corps? Donc, c'est pour cette raison-là que cette notion-là, puis que souvent, justement, j'aime bien
le comparer à l'envie de pipi. Je ne sais pas si là, tu as envie. Je ne sais pas si tu as encore envie. Puis des fois, ça fait 5 minutes que tu es allé aux toilettes. Ben, maman, j'ai encore envie. Ben, je commencerai pas à douter de mon enfant qu'elle a envie ou qu'elle a pas envie. Ben, OK, tu me dis que tu as encore envie. Ça m'arrange pas. Ben, on va retourner aux toilettes. Je suis jamais en train de remettre en question une envie ou une fatigue. Mais on est toujours en train de remettre en question parce que, malheureusement, là, il y a une culture des diètes qui est là que le sentiment de faim, là, non, c'est pas. Puis il faut toujours trouver des nouvelles façons de se couper la faim. Ben, votre enfant, c'est un fin connaisseur de sa faim, puis vous allez apprendre de vos enfants, mais il faut que vous appreniez à lui faire confiance à lui, justement. Puis c'est là que, au niveau des portions, ça va être extrêmement variable et c'est pour cette raison-là qu'on travaille jamais avec une quantité et souvent on va dire, ben vous pouvez peut-être en mettre un petit peu moins au début puis le laisser, mais il faut que vous soyez prêt à ce moment-là toujours à accepter qu'il va peut-être se servir 3 puis 4 portions et de le laisser aller jusqu'à ce que, puis des fois, il faut qu'ils fassent leur propre expérience. Des fois, ils vont trop manger puis c'est correct. On va pas les chicaner parce qu'ils ont trop mangé. On va leur dire, c'est normal. C'est un peu comme s'ils font du vélo puis ils tombent. Ben, il écrit puis il fait des fautes. Je le chicanerai pas à chaque fois qu'il fait des fautes et qu'il est en train d'apprendre. Donc, moi, je suis là pour lui fournir plusieurs occasions pour apprendre. Puis, il y a des enfants qu'au niveau de la reconnaissance des signaux de faim, des signaux de satiété, ils vont avoir besoin d'un petit peu plus long au niveau des apprentissages. C'est correct. Ils sont pas défectueux. Ils sont pas moins compétents, mais ils ont besoin de nous puis ils ont besoin de notre confiance pour pouvoir, eux autres aussi, être capables de devenir, ultimement, un mangeur intuitif à l'âge adulte. Alors, il n'y a pas de portion idéale. Combien Non. un enfant a besoin de manger? Ben, regardez-le, vous allez savoir, il va la manger, la portion dont il a besoin. Exactement. Et dans le choix des aliments. Je donne souvent l'exemple, tu sais, quand on partait en voyage dans le sud, très souvent, les choses qui manquaient, moi, aux enfants, c'était des fruits. Moi, mes enfants, ils adorent les fruits. Puis, ben, parfois, lorsqu'on était, dans des tout inclus, ben, parfois, il n'y a pas la variété de fruits que eux préféraient. Mais quand on vient ici au bout d'une semaine, écoute, ils peuvent manger énormément de fruits dans les premiers jours. Pourquoi? Leur corps leur parle. Ils en ont manqué, ils en ont besoin. Et c'est là où ça m'a fait très... Écoute, il était jeune, il avait 3-4 ans, là. Puis je me dis, oh mon Dieu, ben c'est vrai. Puis nous autres aussi, on s'ennuie de quoi? On s'ennuie de nos repas maison. Mais faites confiance à cette machine-là. Elle est super bien faite. Fait qu'on essaie de pas dérégler ces sensations-là chez les enfants. Ils savent ce que leur corps a besoin. Si on leur laisse la chance de se pratiquer, de venir peaufiner ce que la nature a si bien créé. Donc, ils ont des compétences innées, les enfants. Ils vont développer d'autres compétences alimentaires, mais ils en ont qui sont innées. Et notre rôle, c'est de vraiment les aider à les préserver et d'acquérir d'autres compétences alimentaires. Donc, le combien, ça ne sera jamais votre rôle. Ça ne l'a jamais été, en fait. C'est pas à vous de le déterminer. Donc, ni le si, ni le combien. Si là, on parlait vraiment des petits cocos, mais en vieillissant, c'est lorsqu'ils vont commencer l'école. On a parlé du partage des responsabilités en général, mais je l'ai déjà dit, vous n'allez pas être responsable du quoi puis du quand éternellement. C'est que plus l'enfant va vieillir, plus on commence jeune, il collabore avec nous dans les choix de collation en après-midi. Puis éventuellement, lorsqu'il commence la maternelle, dans sa boîte à lunch chez Mélissa, on commence tranquillement à impliquer l'enfant dans... On offre des choix. Puis, qu'est-ce que tu aimerais dans ta collation? L'enfant est pas fou. Ça fait plusieurs fois. Ça fait quoi? À peu près 5 ans qu'il est à la maison. Puis, il voit c'est quoi les choix de collation. Fait que c'est là où on va dire, oui, on va récolter le fruit de notre, de notre travail. On va commencer à voir un peu ce que notre enfant a retenu. Et ça se peut que parfois, il va dire, « Hey, mon ami a mangé telle chose. » Puis il essaie de la décrire, cette affaire-là. Dans un sac, c'est rose. Il faut l'ouvrir. Oh, t'es là, oh mon Dieu, mais c'est quoi cette affaire-là? Alors, oui, on développe leur curiosité aussi lorsqu'ils voient les aliments des amis manger autre chose. Fait que le quoi, je pense, c'est quelque chose sur lequel on va commencer à les impliquer de plus en plus. Et eux-mêmes vont ouvrir peut-être, ils vont nous faire découvrir des aliments qu'on connaissait pas. Puis parfois, c'est des aliments qui sont des emballages, puis c'est correct, ils veulent découvrir c'est quelque chose de nouveau. Oui, puis c'est important, ça, tu le dis, hein, quand ils vont rentrer à l'école, là, je veux dire, moi, c'est là que je l'ai vécu avec mes filles, quand ils sont rentrés à l'école, cette influence-là des pères, puis en même temps, les aliments que moi, je rendais disponibles à la maison, c'était satisfaisant pour eux, puis c'était correct. Quand ils sont rentrés à l'école, là, ils ont commencé tranquillement parce que, maman, lui, il mange ça à la collation, moi, maman, j'aimerais ça avoir ça. Là, à un moment donné, on fait, wow, attends un peu, là, parce que, en effet, je dirais pas oui à tout, mais vous pouvez écouter.
Et tranquillement, des fois, faire bon, ben en effet, là, ça, j'avais pas prévu, puis c'est peut-être pas dans mes valeurs. Puis des fois, on peut expliquer pourquoi c'est pas dans nos valeurs, que ce soit pour les emballages, que ce soit, mais en même temps, c'est important d'entretenir cette curiosité-là. Tu sais, vous allez être super fiers si votre enfant arrive, puis aujourd'hui, on fait une présentation sur la betterave, puis votre enfant vous dit hey, j'aimerais ça goûter à la betterave. Puis là, vous dites hey, je suis contente. Mais là, si votre enfant, il vous arrive, puis il dit hey, maman, j'ai vu Jérôme qui mangeait je ne sais pas, moi, une pudding au chocolat pour ne pas nommer de marque. Puis là, vous faites oh non, ça, nous, on goûtera pas à ça, puis non, nous, on n'achète pas ça. Ben, pourquoi est-ce que j'encourage pas cette même curiosité-là? Pourquoi vous apprenez pas à lui faire confiance? Et en même temps, peut-être que votre enfant, il va y goûter puis il va faire mais je comprends pas pourquoi Jérôme aime ça. C'est pas tant bon, maman. C'est trop sucré. Ouais. C'est pas. Tu sais, fait que des fois, on a peur justement. Comme je vous disais, là, ça, c'est normal un petit peu qu'on ait ça parce qu'on est dans une société où, comme je le répète souvent, mais la culture des diètes est là. Mais dites-vous que votre enfant est en apprentissage. Faites-lui confiance. S'il veut goûter à certains aliments, c'est vous qui allez encore une fois déterminer la fréquence d'achat. Mais vous pouvez encourager ça quand même. Puis faire la dégustation comme avec n'importe quel autre aliment. On veut qu'ils soient tous au même piédestal. Il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. Puis ça, c'est dès le jeune âge, dès par ces demandes-là dans les boîtes à lunch, que tranquillement, on apprend à venir toutes les neutraliser, justement, parce que vous les offrez. Il y en a certains, bien entendu, qui vont être offerts plus régulièrement. Il y en a d'autres qui vont l'être un petit peu moins, mais les deux sont traités de la même façon. Tu sais, il n'y en a pas un où il y a un over-control, là, quand je mange les aliments sucrés, là, ma mère est à côté de moi, il ne faut pas que je mange plus que telle quantité, puis après ça, c'est fini. Mais quand elle met le plat de crudité, je peux en manger 4 fois, puis là, je suis en train de... L'enfant, dans sa tête, il fait « OK, attends un peu, ça veut dire que cet aliment-là, faut pas que je le mange. » Fait que là, si je le mange, je suis une moins bonne personne. Quand on vous parle de la relation, que l'enfant, il peut se passer plein de choses, puis ça va affecter ses habitudes alimentaires à l'âge adulte. Donc, c'est pour ça qu'à l'âge enfant, c'est hyper important de venir valoriser ça. Et comme je disais, oui, par rapport à vos valeurs, mais toujours votre gros bon sens aussi, que des fois, on fait « OK, je m'étais toujours dit que j'achèterais jamais des trucs en emballage, mais là, je peux peut-être... » Tu sais, c'est quoi le compromis que moi je peux faire pour permettre quand même à mon enfant? Puis là, vous allez trouver votre formule dans laquelle vous êtes bien, qui respecte vos valeurs quand même, mais qui permet à votre enfant justement, parce que dites-vous que rendu au secondaire, il y a un pouvoir d'achat, votre ado. Il va aller à l'extérieur, il peut sortir de l'école. Puis si ces aliments-là ont créé un attrait pendant ses premières années de vie, puis qu'il n'a pas pu nécessairement être exposé alors qu'il avait un intérêt vers ça, ben là, tranquillement, il peut commencer. Puis là, ben si vous n'avez pas cette confiance-là en lui, ben ils peuvent commencer à les manger en cachette. Et là, ça peut créer beaucoup de problématiques. Fait que ça évolue ces responsabilités-là, mais ça va arriver beaucoup plus vite que vous pensez qu'ils deviennent responsables quand même du quoi. Des fois, dans certains choix, surtout au niveau des collations et tout ça. Puis moi, je veux m'assurer que ils soient en confiance puis qu'ils aient envie de manger de tout, qu'on puisse leur faire confiance aussi qu'ils ont envie de manger de tout. Oui. Tu sais, on a parlé aussi du partage de responsabilité. C'est un tremplin vers l'alimentation intuitive. Bien, on vient de peaufiner ces petites choses-là avec l'enfant pour qu'à l'âge adulte, tu sois capable de savoir, OK, là, j'ai faim. Là, c'est le moment où j'ai faim. Voilà combien j'ai faim. Ouais. Et voilà. Fait qu'on est en train de les faire pratiquer pour aller vers l'alimentation intuitive à l'âge adulte. Donc, si on résume, le si, le combien est toujours déterminé par l'enfant. Et plus l'enfant vieillit, plus l'enfant évolue en fait dans son développement, puis il va aller, on va transférer certaines responsabilités, mais toujours avec un cadre. On les encadre. À la maison, exactement. C'est vous qui êtes responsable des achats. Là. Moi, je le dis toujours, même les plus vieux, c'est quand même vous. Là, à un moment donné, c'est pas non plus votre ado fait son épicerie. Vous devenez pas des colocs puis chacun mange. Non, vous continuez de partager puis vous êtes en confiance que vous lui avez transmis justement la structure que vous voulez qu'il puisse mettre en place à l'âge adulte. Et voilà. Puis, ce que votre enfant retient, c'est vraiment, oui, elle partage des responsabilités. Oui, je sais comment je me comporte à table. Je sais comment c'était le fun de jaser à table. Je connais un petit peu certaines notions en cuisine. Donc, c'est vraiment tout ça qu'on est en train de transmettre à nos enfants. C'est nos valeurs, nous, en tant que famille. Comment je parle à l'heure des repas, comment je parle des aliments, comment je mange les aliments et comment je crache les aliments. Oui. Parce que, oui, je montre à mon enfant que j'aime. Tu sais, on est des modèles parfaitement imparfaits. Parfaitement imparfaits, oui.
Parfaitement, parfait. Donc, oui, je montre à mon enfant que j'aime manger tel aliment, puis ça va peut-être piquer sa curiosité, mais je lui montre également comment je démontre que je n'apprécie pas un aliment. Ouais. Donc, oui, je peux goûter, mais je peux cracher poliment. Donc, j'ai toujours une porte de sortie avec les aliments parce que il se mouille, votre enfant, puis il dit « OK, là, j'ai le goût d'essayer, je sais pas moi, la betterave. » Puis là, il le met dans sa bouche, puis finalement, il ne s'attendait tellement pas ni à la texture, ni au goût, ni à la température de l'aliment. Laissez-lui la porte de sortie de cracher poliment. C'est pas blaire puis cracher. Non, c'est ça, Mais on peut le faire dans un verre. Moi, j'appelle ça le bol de non merci. Donc, il crache poliment ou dans une petite serviette. Puis c'est correct, on boit une gorgée de je pense que c'était trop fort pour tes papilles. Oui, OK, peut-être une prochaine fois. Et on passe à un autre dossier. On passe à un autre appel. Pas besoin d'en faire un cas. Alors, si on a 3 points à retenir, Mélissa, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aimerait que vous retenez de cet épisode-là? Écoute, le premier point, en fait, puis je pense qu'on vous l'a bien répété dans cet épisode aussi, là, vos enfants sont en apprentissage. Et ils sont en apprentissage tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Vous savez que ma clientèle chouchou étant les un petit peu plus vieux, là, c'est important parce que des fois, on a l'impression qu'un enfant plus vieux devrait aimer de tout et non, il est encore en train d'apprendre. Je dois respecter son rythme et encore une fois, ça se fait par le développement de ses compétences alimentaires puis le développement de sa confiance en soi dans l'alimentation. Deuxième point, votre job à vous, c'est de nourrir votre enfant, justement, de nourrir sa confiance, à se nourrir adéquatement, mais aussi de nourrir cette curiosité-là par rapport à l'alimentation. Et la job de votre enfant, c'est de déterminer s'il mange et qu'est-ce qu'il mange et combien il va manger. Fait que vous, votre job, c'est de l'exposer, d'avoir du plaisir à manger, mais le moment ultime où l'enfant va finir par se le mettre dans la bouche puis l'avoir dans le bedon, c'est sa responsabilité à lui et vous devez lui faire confiance. Et dernier point qui est hyper important aussi parce que bien entendu, ça affecte le si et le combien. Votre enfant demeure toujours responsable du si et du combien, peu importe le format que la nature a déterminé pour lui, que vous ayez des formats plumes ou que vous ayez des formats un petit peu plus lourds, comme on les appelle. On fait souvent notre analogie à la boxe, mais ils ont quand même cette capacité-là de reconnaître leurs signaux de faim, signaux de satiété. Donc, il faut que vous leur fassiez confiance, peu importe le format de leur corps. Et c'est un point qui est super important. Moi, j'aime bien terminer avec l'analogie des plantes. Tu sais, ça, parce qu'on a la format des plantes, on a des longues. Ben oui, il y en a des longues, il y en a des plus garnis, qui sont beaucoup plus de feuillage. Tu sais, je veux dire, je commencerai pas à couper les feuilles de la plante parce que je trouve qu'elle ressemble pas à l'autre plante. Puis je commencerai attends 2 jours avant d'y redonner de l'eau, elle pousse trop vite. C'est ça. Ou elle, je vais changer, je vais mettre un peu plus d'engrais. Puis elle, non, tu sais, je veux dire, chaque plante est unique, puis chaque enfant est unique. C'est ce qui fait qu'ils sont beaux, puis qu'ils sont parfaits à nos yeux de parents. C'est ça. Alors, j'espère que tu as aimé cet épisode. Et si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast. Et si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser une note ou un commentaire écrit. Car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, à des futurs parents, des gens qui gravitent autour de la parentalité en général. Tu peux aussi nous écrire en tout temps si tu as des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants. Ce podcast, on l'a créé pour toi et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à tes besoins là, tes besoins à toi maintenant. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et jaser alimentation des enfants, toujours dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye Mel! Bye Coco!